Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée débat sur France 3 et sur France Bleu, à 4 jours désormais du premier tour des élections législatives. Et ce soir, on va s'intéresser à 3 départements. Dans une demi-heure, la Loire-Atlantique, la 8e circonscription, celle autour de Saint-Nazaire, très convoitée par le Rassemblement national. Et en face, la gauche se déchire. Et puis on ira ensuite sur la Vendée, mais le sud du département, la circonscription autour de Fontenay-le-Comte et de Luçon, là où le Rassemblement national aux européennes a réalisé ses meilleurs scores dans le département et où il espère ravir le siège du député sortant de la majorité présidentielle. Ces débats, Maxime, nous allons les animer à tour de rôle avec nos confrères et consoeurs de France Bleu et de Ouest France. Et ça commence tout de suite avec la Sarthe, la 4e circonscription. C'est là-bas que Marie-Caroline Le Pen a été parachutée. C'est un des événements de cette campagne. Mais d'abord, les enjeux des législatives vus depuis la Sarthe avec Denis Leroy. Je vous retrouve juste après pour le débat. Dans sa tournée express, le Premier ministre s'est arrêté au Mans. C'était le 20 juin. Gabriel Attal, venu en personne soutenir la candidate de son camp, signe que la majorité présidentielle se préoccupe de ce département qui lui échappe de plus en plus au profit du Rassemblement national. Dernier épisode pour le moins cuisant aux européennes. La liste de Jordan Bardella a dépassé les 35%. Plus haut score dans les Pays de la Loire et est arrivé en tête au Mans, ville dirigée par la gauche. Cela fait déjà plusieurs années que les idées de l'extrême droite séduisent les électeurs, notamment dans les campagnes. Rares sont les communes à avoir échappé à ce raz-de-marée. Jusqu'à présent, la percée s'était toujours arrêtée aux portes du Conseil départemental. Aucun élu et de l'Assemblée nationale, aucun député en 2022. Porté par les résultats des européennes, le RN espère cette fois l'emporter dans les 5 circonscriptions où tous les députés sortants, gauche et droite, se représentent. Pour cela, il lui manquait un nom qui imprime. Il pense l'avoir trouvé. Dans la famille Le Pen, je choisis Marie-Caroline, la sœur aînée de Marine, transfuge politique de la région parisienne et candidate dans la 4e circonscription, Le Mans-Ouest et Sablé-sur-Sarthe, face à Élise Leboucher du nouveau Front populaire qui se représente. L'élu insoumise l'avait emporté de 87 petites voix en 2022. Un duel serré en perspective dans cette circonscription acquise en son temps par François Fillon et Stéphane Le Foll. Et voilà donc pour la situation politique en Sarthe, un département qui sera scruté de très très près dimanche. Bonsoir Christelle Caillot. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Journaliste à France Bleu Maine, à mes côtés pour ce tout premier débat de la soirée. On va donc prendre la direction de la 4e circonscription sartoise. Peut-être l'une des plus disputées. Oui, la circonscription du Sud-Ouest, 71 communes. Ce territoire va de Sablé à Allonne, près du Mans, avec des établissements comme LDC, Yoplait, au niveau de l'industrie agroalimentaire. C'est là aussi que se trouve le PSM d'Allonne, l'établissement de psychiatrie, et l'hôpital du Bailleul. Parmi les personnalités qui ont détenu cette circonscription, François Fillon, Stéphane Le Foll. Et avec nous donc 4 candidates et candidats en plateau. Bonsoir Élise Leboucher. Bonsoir. Vous êtes donc la députée sortante, la France Insoumise. Là, vous candidatez sous la bannière de l'Union de la Gauche, le nouveau Front populaire. Vous étiez éducatrice spécialisée auparavant et vous avez été élue d'une très courte tête en 2022. 88 voix d'avance seulement sur votre adversaire du Rassemblement national. En face de vous, Léo Brizard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat Les Républicains. Dans la vie, vous êtes gestionnaire locatif à Sablé-sur-Sarthe. C'est votre première candidature dans cette circonscription, donc historique de François Fillon. Et dans cette 4e circonscription, on trouve également Sylvie Cazenave-Perret. Bonjour. Bonjour. Première candidature également. On vous connaît plus en tant que chef d'entreprise dans la Sarthe. Vous détenez Poisson Packaging et c'est votre première candidature pour ces législatives. Pour la majorité présidentielle sortante, en effet. Et puis en face de vous, Marie-Caroline Le Pen du Rassemblement national, conseillère régionale d'Île-de-France. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est votre 5e candidature pour ces législatives, déjà candidate dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous êtes la sœur aînée de Marine Le Pen. Cela, oui. 3 autres candidats également sur cette circonscription. Vous allez voir leur nom apparaître à l'écran. Didier Barbet, candidat d'hiver droit, Thierry Nouchy pour Lutte ouvrière et Jean-Michel Brugade, sans étiquette. On va commencer par des questions un petit peu politiques pour chacune d'entre vous. Marie-Caroline Le Pen, d'abord, votre parachutage dans le département, on l'a vu, il a été très commenté, parfois très critiqué. Pensez-vous vraiment que le nom Le Pen suffit à lui seul à se faire élire sur un territoire que vous ne connaissez pas ?
Non, je ne crois pas ça. Je crois que mon nom m'identifie, on va dire, mais je mène campagne comme si je ne m'appelais pas Le Pen, c'est-à-dire que nous menons une campagne de terrain. Moi, on m'a demandé, mais les militants, la base de mouvement m'a demandé de venir. Je n'ai pas été imposée comme ma concurrente de la majorité présidentielle, qui a été recrutée par le cabinet de Gabriel Attal. Ça a été Moi, j'ai critiqué, répondu compris au sein de votre camp. Certains dénoncent aussi au Rassemblement national un parachutage. L'ancien candidat de cette même circonscription, notamment, oui, il parle d'insultes aux Sartois. Pardon, écoutez, je n'ai même pas regardé. Ce monsieur est parti pour des raisons personnelles et même pas politiques. Ce que je veux dire, c'est que moi, Raymond de Malherbe, le précédent candidat Rassemblement national. Je vois bien de qui vous parlez. Moi, on m'a demandé de venir. Je suis venue. On m'a demandé de venir parce qu'il y a un danger d'extrême gauche que nous prenons très au sérieux. Et je n'ai pas l'habitude de me dérober. Sur la circonscription. Pardon ? C'est lutte ouvrière, l'extrême gauche sur la circonscription. C'est pas le nouveau Front populaire. Vous faites référence à la décision du Conseil d'État. Pour moi, quand on a des gens comme Poutou dans une coalition, c'est l'extrême gauche. La décision du Conseil d'État qui considère que la France oui, mais enfin, on n'est pas au Conseil d'État, là, on peut dire ce qu'on pense quand même. C'est la référence pour les préfectures, en tout cas pour ces élections. Répondre. Et justement, Élise Boucher, faire barrage à la dynastie Le Pen, c'est un défi. Vous misez sur cet effet repoussoir de la candidate du RN ou c'est une candidature médiatique ? C'est un enjeu. La Sarthe ne veut pas mais surtout le département, de députés du Rassemblement national, et encore moins en effet du nom Le Pen. Je l'entends dans la circonscription. L'effet repoussoir de ce nom, les gens se souviennent de votre père, de ce que ça représente, de ce que vous portez. C'est arrivé très vite. Hein. C'est arrivé très vite de parler de mon père. En général, on sort ça quand on n'a pas grand-chose à dire. Je parle du nom. C'est pas grave. Forcément, le nom, c'est pas grave. Votre nom ne vient pas de nulle part, Madame Le Pen, il me semble. Et ça suffira, avec l'union de la gauche, à faire barrage donc, à l'extrême droite, cette candidature de Marie-Caroline Le Pen en face. La candidature, c'est surtout le programme du nouveau Front populaire et de ce qu'il porte comme espoir pour les gens qui va peser dans la balance et de ce que je représente. Vous parlez de repoussoir. Il y en a un aussi peut-être chez vous. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, beaucoup de vos sympathisants n'en veulent plus. Est-ce que vous considérez qu'il est toujours légitime pour devenir Premier ministre de la France ? Surtout que ce n'est pas une question qui se pose là aujourd'hui. Je vous la pose en tout cas. Je vais y répondre. La question du 1er août de la Première ministre se fera quand le nouveau Front populaire aura gagné. Et pour ça, il faut voter dès le premier tour pour le nouveau Front populaire. Et après, la question, moi, je militerai pour de toute façon un ministre de gauche, un Premier ministre de gauche. C'est la seule question. François Ruffin qui dit que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire. Vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. J'oublie pas ce que Jean-Luc Mélenchon a apporté aussi pour la gauche, 22% quand même au présidentiel. Mais c'est vraiment pas l'enjeu, mais en tout cas des gens que je rencontre sur le territoire, c'est pas l'enjeu. Et avec un consensus de tous les partis qui forment le nouveau Front populaire, c'est ça, le Premier ministre, et puis avec un gouvernement, avec des personnalités issues de toutes les forces de gauche. Face à vous, une troisième femme, Sylvie Cazenave-Perret. On a l'impression que vous avez été choisie un petit peu au dernier moment, chef d'entreprise qui s'en sort bien. On peut se demander, au milieu de tout ça, qu'est-ce que vous venez faire ? C'est pas seulement une entreprise qui s'en sort bien, c'est une entreprise qui était morte il y a pratiquement 30 ans et qui aujourd'hui représente. Alors moi, au niveau politique, je suis atterrée, comme la plupart des Français, quand je vois les échanges qui viennent de se passer, les échanges qu'on a vus hier soir au grand débat. Et ce que j'espère, et c'est l'intention de ma candidature, effectivement, je n'ai jamais fait de politique, mais je m'engage pour les Sartoises et les Sartois. Je ne pense pas ni au coup d'après, ni je n'ai pas de carrière à faire. On a l'impression quand même que vous y êtes allé un peu à reculons. Alors, c'est perdu d'avance ce combat ? Je n'y suis pas allée, au contraire, j'y vais avec enthousiasme, avec ferveur et avec passion pour mon territoire. J'adore avec des chances de victoire. J'adore les gens avec qui je m'engage et avec qui je travaille depuis plus de 40 ans. Je n'ai pas de mandat électif, c'est vrai. C'est pas facile parce que c'est un univers que je ne connais pas et c'est compliqué. Mais surtout de représenter la Macronie. Je suis fière. Alors, représenter la Macronie, je représente la France qui travaille. La France qui vous représentez M. Macron, madame, sur ce plateau. Je représente la France qui travaille et qui a fait reculer le chômage ces dernières années. Je représente aussi au niveau de votre entreprise, mais si vous êtes élu chef d'entreprise... C'est pas le bilan de votre entreprise que vous défendez, là, madame. J'ai l'âge... C'est le bilan de M. Macron. Pardon, madame, je n'ai pas de bilan. Moi, j'ai le bilan de mon entreprise. Non, mais ça, entreprise... Non, avec tout le respect que j'ai pour vous, parce que moi, j'aimerais savoir ce que vous avez apporté en valeur. S'il vous plaît, madame, je
voudrais savoir un jour ce que la famille Le Pen a apporté en valeur, a créé d'emplois dans ce pays, dans notre pays. Madame, alors là, jusqu'à présent, j'ai jamais rien vu. Non, j'ai mais vu plus madame, tôt. Donc madame, moi, ce que sur ce plateau, je vous veux représentez dire, la Macronie. non, On a bien entendu ce que je représente, Oui. surtout, c'est la liberté de choix des Sartoises et des Sartois. Et c'est ce qui a On va laisser fait la parole mon engagement. au Benjamin. Léo Bizarre, vous a pas entendu encore. Oui, bonjour à 20 tous. ans, vous êtes un inconnu, vous, de la scène politique locale. Vous êtes donc candidat pour les Républicains. Est-ce que vous êtes condamné, y compris dans la circonscription historique de François Fillon, à jouer un peu la figuration dans cette élection? Non, pas du tout. Alors, je ne représente ni la Macronie, ni le camp de Marine Le Pen. Je me suis présenté justement pour proposer une alternative réelle aux Sartois. Quand je me déplace sur le terrain, j'entends toujours la même chose. C'est un ras-le-bol de la politique. Des votes par dépit, il faut le dire, parce que... 7% pour les LR aux européennes sur la circonscription, Oui. Ça fait peu. Oui, ça fait peu. Je suis conscient de cela. Je ne le nie pas. Maintenant, il faut quand même qu'on propose une alternative. Pourquoi ? Parce que les Sartois nous disent toujours la même chose. On a un camp d'extrême gauche qui est dangereux. On ne veut pas voter pour lui. On a un camp de l'extrême droite qui ne convient pas non plus. Je ne suis pas d'extrême droite. Bon, je vous appelle l'extrême droite, mais J'ai vu. libre à vous. Il y a une vraie différence entre vous deux? Oui, il y a une vraie différence. J'ai d'ailleurs pris parti contre cette alliance avec le RN qui a été un petit peu imposée par le chef de notre parti, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour, excusez-moi. Et donc en face à ce duel des extrêmes, on a la Macronie, donc représentée par Madame Cazeneuve-Perret aujourd'hui, qui certes n'a pas de bilan derrière elle, mais quand même représente un camp présidentiel qui a fait du mal à la France pendant 7 ans. Et donc, je viens proposer une alternative aux Sartois pour leur laisser un peu plus de choix dans cette élection. Très bien. Bon, maintenant que les salutations sont faites, on va parler un petit peu du fond et de vos propositions pour ce premier thème de cette soirée de débat, qui est la grande priorité des Français, évidemment, c'est le pouvoir d'achat. Dans cette circonscription, le taux de pauvreté est de 11%. Les revenus se situent dans la moyenne nationale, mais des classes moyennes et des classes modestes sont plus nombreuses que dans le reste du pays. Alors, quelles sont vos difficultés pour finir les fins de mois, notamment? On est allé vous poser la question en Sarthe. Écoutez. Avant, on partait, on faisait pour 50 €, on avait pas mal. Que là, il faut doubler. Hein. Tout est cher, hein, de toute façon. Hein. Mais bon, on est obligé de faire avec. Il faut suivre. Hein. Malheureusement, il y en a qui sont plus malheureux que d'autres. Hein. Avant, c'était très bien. Je pouvais sortir, je pouvais aller à Paris, à Lyon, parce que j'ai mes 2 filles là-bas. J'avais une vie correcte, une vie agréable. Mais maintenant, c'est fini. C'est terminé. Je vais une fois au restaurant, ça y est, il y en a pour 6 mois à récupérer. C'est fou, quoi. Pouvoir d'achat, qu'est-ce que je voulais vous dire c'est cher, ça continuera d'être cher. Et je ne sais pas si ce sera un gouvernement ou un autre qui puisse changer grand-chose. Parce qu'on dépend des pays étrangers. Donc. Voilà, on entend beaucoup de fatigue sur cette question du pouvoir d'achat. Que faut-il faire dès lors? Est-ce qu'il faut bloquer les prix? C'est une des mesures notamment portées par la gauche. Y êtes-vous favorables les uns et les autres? Sylvie Cazeneuve-Perret. Alors, sur le blocage des prix, c'est extrêmement compliqué parce que si vous bloquez les prix, vous bloquez les salaires de ceux qui produisent les produits et ces prix. Nous, on a inventé une solution qu'on a proposée. Il y a plein d'idées qui viennent sur le territoire sur ce problème de pouvoir d'achat. Et on a proposé à nos salariés, c'est une solution citoyenne, un véhicule dont ils ont l'usage complètement libre. Ils payent 2 € par jour pour l'assurance, l'utilisation du véhicule et l'entretien du véhicule. Et donc là, on a libéré immédiatement du pouvoir d'achat, de l'endettement. On facilite le trajet domicile-travail, qui est très important en ruralité, parce que vous savez... Et on n'agit pas sur les prix, du coup. Mais si, bien sûr qu'on agit sur les prix, parce que lorsque le salarié, la personne travaille, elle retrouve du pouvoir d'achat. Ça, c'est une mesure de votre entreprise, ce n'est pas une mesure du programme de la majorité. Justement, j'aimerais... Oui. C'est pas le jeu. Non, le jeu, c'est les mesures de M. Macron, c'est pas les vôtres dans votre entreprise. J'aimerais, en tant qu'élu,
porté des propositions citoyennes comme la négociation du prix de l'énergie, par exemple, de manière groupée. J'ai proposé hier soir, lors du colloque qui était organisé sur les maisons fissurées, et bien justement, plutôt que de balader les gens pendant des années devant l'Assemblée nationale pour trouver des textes de loi pour rembourser les gens qui ont des maisons fissurées, et bien de négocier, donc d'être dans une dynamique qui permettra aux gens qui ne sont pas en effet dans le programme des solutions à leur de la quotidien. majorité présidentielle. Pour Élise Leboucher, vous, c'est bloquer les prix sur certains produits de première nécessité. Déjà, le petit reportage que vous nous avez montré, on voit bien les conséquences des années de politique néolibérale de Macron qui ont détruit les services publics. On voit bien rendu très difficile les fins de mois pour tous les Françaises et les Français, et pas que pour ceux qui travaillent. Qu'est-ce qu'on fait ? En effet, nous proposons le blocage des prix de première nécessité. Est-ce que ce n'est pas un peu un coup de baguette magique, ça ? En mesure d'urgence et provisoire pour donner un appel d'air aux gens. Ça se fait sur l'île de la Réunion. C'est pas très compliqué à mettre en place. C'est le Code du commerce qui le permet. Il suffit d'un décret. C'est vraiment là une mesure d'urgence pour un appel d'air pour que les gens puissent un peu souffler. Sur quel produit ? Sur les produits de première nécessité classiques. Même si l'inflation redescend en ce moment, elle est à 2,2 à peu près stable. Là, c'est des mesures d'urgence dans les 15 premiers jours. Et après, on regardera comment va l'inflation. Et c'est des mesures temporaires d'urgence. Au Rassemblement national, vous avez décidé de le faire uniquement en cas d'inflation non maîtrisée. D'abord, je voudrais dire une chose, avant de parler de mes propositions, c'est que Marine Le Pen est la première à avoir porté le sujet du pouvoir d'achat dans la vie politique. Pendant sa dernière présidentielle, au moment où personne... Mais les mesures de 2022 sont plus celles de 2024. Non, c'est pas ce que je dis. Dommage que vous ne les ayez pas votées à l'Assemblée ces dernières années. Je ne vous ai pas interrompu, madame. Donc, je voulais signaler quand même qu'elle avait porté ce sujet. Nous pensons que le blocage des prix, ça entraîne de la pénurie. Nous pensons que le SMIC à 1600, ça ruine les entreprises. Donc, nous proposons, en mesure d'urgence, car nous avons bien évidemment plusieurs mesures, mais en mesure d'urgence, de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, le gaz, l'électricité. Et pas de suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ? Attendez, ça viendra au législatif à l'automne, où on supprimera la TVA sur les 100 produits dans un de première second nécessité. Mais ce que je voudrais dire, pourquoi c'est intéressant pour les Sarthois, cette mesure particulière ? Parce que, comme vous le savez, dans la Sarthe, on roule beaucoup. Bon, alors je pense qu'il faudrait arrêter. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est pour ça que notre proposition est très pertinente. Je termine, madame. Donc, je pense qu'il faut arrêter de persécuter les automobilistes en leur demandant d'acheter des voitures électriques à 45 000 € quand ils ont du mal à faire leur plein. Et que ça, en revanche, c'est une mesure rapidement prise qui permet de faire des économies de centaines d'euros sur une année. Qui coûte des millions sur un budget Mais ça, annuel. si vous voulez, je peux vous faire une liste de postes où on peut trouver de l'argent. Il n'y a aucun problème. J'y reviens. On n'a pas encore entendu Léo Brizard chez les Républicains. Vous, c'est surtout sur les salaires que vous vous concentrez, avec une augmentation nette des salaires en dessous de 4 200 € par la réduction des cotisations sociales. C'est ça, on joue sur les cotisations notamment pour redonner le pouvoir d'achat. Alors moi, je vais être un peu moins original que mes collègues aujourd'hui, parce que je pense que dans ce débat du pouvoir d'achat, il faut avant tout parler du travail. Je pense qu'il faut baisser les cotisations sociales salariales. Il faut stopper les chèques en blanc d'Emmanuel Macron depuis des années. Ce sont des mesurettes qui ne font qu'aggraver la situation. Il y a des conséquences derrière, évidemment. Donc il faut s'attaquer vraiment à la racine du mal dans ce thème du pouvoir d'achat. C'est le travail. Il faut faire en sorte que le travail paye mieux. Il y a un SMIC à 1 600 €, par exemple, ce que propose la gauche, vous en pensez quoi ? Non, je n'ai pas envie de ruiner nos entreprises non plus. Allez-y, pardon, terminez. Je pense qu'il faut stopper ce matraquage fiscal, notamment envers les classes moyennes, qui ne font que subir ces mesurettes par la suite. Rapidement, Marie-Caroline Le Pen. Oui, juste je voulais dire, parce qu'on parlait de la mesure 1 600 €, nous proposons une mesure, je pense, très intelligente et que les chefs d'entreprise devraient apprécier, de pouvoir monter le salaire de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC sans charge sociale. Ça permet... Donc c'est l'État qui paye. Mais... c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce qu'il faut bien quand même aider les gens à un moment ou à un autre. Mais on financera tout ça. Mais l'intérêt, c'est que ça ne coûte pas aux entreprises. Elles n'ont pas de charge sociale sur l'augmentation du salaire. Oui, mais indirectement, si ça coûte à l'État, ça va coûter aux contribuables.
Oui, non, mais écoutez, on va mettre tout à plat et on calculera. Ça a été calculé très bien et c'est une mesure qui est beaucoup plus intelligente. Combien ça coûte? Je ne peux pas vous dire comme ça combien ça coûte. Je ne suis pas économiste. Moi, je suis venue sans papier, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Mais c'est bien sûr, ça a été annoncé certains reprochent hier sur votre programme de ne pas être suffisamment chiffré. En conférence de presse de Jordan Bardella. Et je peux vous dire que s'il en a parlé, c'est que ça a été chiffré. Il n'y a aucun problème. Un mot sur le SMIC à 1 600 €. Après, on passera à la deuxième thématique, mais c'est une des mesures phares du nouveau Front populaire. Là aussi, c'est de l'argent magique? Non, c'est pas de l'argent magique, mais c'est surtout un effet vertueux. Plus on redonne du pouvoir d'achat concret aux gens à la fin du mois, ça relance aussi l'économie et la consommation populaire. Donc ça gonfle aussi les carnets de commandes des artisans, des entreprises. Donc c'est un effet global qu'on propose avec ces 1 600 €. Après, il y a un accompagnement. Laissez-moi finir. Il y a un accompagnement prévu pour les entreprises, les TPE, PME et les artisans. Mais voilà, c'est aussi le pari de la relance derrière positive de la consommation et du coup de gonfler les carnets de commandes des entreprises. D'ailleurs, excusez-moi, je voudrais juste rajouter, ça ne coûte pas d'argent à l'État. Ça ne lui en rapporte pas. C'est un petit peu différent. Quand même. Allez, on va passer à la deuxième. Alors, j'aurais bien aimé... En un mot, vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole. Donc j'aurais bien aimé juste intervenir justement parce que toutes les personnes qui sont autour de la table, elles n'ont jamais été comptables de leur propre bilan. Et ça, je trouve ça quand même assez désastreux d'emmener sur des promesses les électeurs et les électrices qui sont bien conscientes que ça ne fonctionnera pas. Et moi, c'est ce qui m'est reporté tous les jours sur les marchés. On passe à la deuxième thématique de cette émission, qui est aussi sur le podium des priorités des Français pour ces législatives, l'immigration, qui est au même niveau que la santé dans les attentes des Français pour ce scrutin. Au dernier recensement de l'INSEE, les immigrés représentent seulement 5% de la population sarthoise, parmi les taux les plus faibles de France. Alors comment l'immigration est-elle perçue dans la circonscription? On a recueilli des témoignages du côté d'Allonne et de Solesmes. Certains propos, vous allez voir, sont sans filtre. On en parle juste après, écoutez. On a plein de gens chez nous, malheureusement on les appelle les émigrés, qui sont là. Et moi, monsieur, je vais vous dire, à une époque, il y avait un bar dans le vieux bourg d'Allonne. Eh bien, ils étaient sur le trottoir, je ne pouvais même pas passer, c'est moi qui ai obligé de m'écarter. Vous comprenez? C'est quand même pas normal. Il y a trop de racisme. Trop de racisme. Ils sont peut-être il y aura peut-être quelques-uns qui foutent un petit peu, mais bon, c'est pas la majorité. C'est quoi les mesures sur l'immigration qui vous... Non, faut qu'ils mettent tout ça dehors. Faut pas qu'ils les laissent rentrer, faut les foutre dehors, c'est tout. Vous voulez plus le droit du sol pour les personnes qui arrivent? Non, c'est fini tout ça. Foutre tout ça dehors. Il nous arrive beaucoup d'émigrés, mais vous savez, ces gens qui viennent dans des pays de guerre, c'est terrible, ces gens qui sont là, qui fuient leur pays. Attendez, c'est quelque chose, ça aussi. Il y en a qui comprennent mal ça. Voilà, on entend donc cette humanité d'un côté, le rejet de l'étranger aussi de l'autre. Marie-Caroline Le Pen, vous parlez dans votre programme de submersion migratoire, 5% seulement d'immigrés dans la circonscription. Est-ce qu'il y a une submersion migratoire en Sarthe? Oui, vous avez raison, la Sarthe est préservée pour l'instant. Ce que je veux dire aux Sarthois, c'est que ça ne va pas durer. Parce que, et nous essaierons d'intervenir d'ailleurs auprès de l'Europe, parce que le pacte d'immigration prévoit de mettre les migrants dans tous les villages de France, y compris dans la Sarthe. Donc nous essaierons d'intervenir. Il y a 15 pays qui sont intervenus pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire dans tous les villages de France, il y aura des centres d'accueil dans chaque village de France? Oui, certainement, mais c'est déjà le cas dans certains villages. Je vous signale que les Jeux Olympiques ont déjà commencé. Si allez en Ile-de-France, vous verrez que les migrants seront remis dans les petits villages d'Ile-de-France. Mais cela dit, nous avons des mesures d'urgence à proposer, bien évidemment. C'est très facile en passant par le préfet avec une circulaire ministérielle pour arrêter les régularisations, que les délinquants repartent dans leur pays, que éventuellement les pays reprennent les 25% d'étrangers qui sont dans nos prisons, et aussi une mesure... Et le Conseil constitutionnel dans tout ça? Pardon? Le Conseil constitutionnel? On verra bien on verra bien. Et une mesure qui me tient à cœur, parce que j'ai vu tellement de gens sur les marchés, les larmes aux yeux, parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner. Les clandestins bénéficient d'un quelque chose qui s'appelle l'AME, qui est l'aide médicale d'État,
et qui prend en charge absolument tous les soins jusqu'au recollage d'oreilles. Et vous Donc souhaitez la supprimer et remplacer par une aide d'urgence vitale. Par une aide d'urgence, oui, parce que je terminerai en disant rapidement, que quasiment la fin de ce débat. Que les Français doivent pouvoir avoir accès aux soins en priorité. Élise Le Boucher, sur cette question de l'immigration dans la circonscription. Oui, c'est une question centrale pour vous? Non, eh bien évidemment, vous douterez que j'ai un vous voulez ouvrir les frontières avec Madame Le Pen. Pour vous, c'est l'accueil inconditionnel, un autre choix de société que nous améliorer faisons. Les qualités d'accueil. On parle d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays, ne le font pas par plaisir. Et en effet, nous devons améliorer l'accueil de ces personnes qui viennent dans notre pays. Et dans la circonscription, c'est clairement pas un problème. Et même d'ailleurs, pour en parler aux entreprises aussi du coin, LDC notamment, les travailleurs immigrés, sont embauchés dans nos boîtes du territoire. Et surtout revenir sur la proposition sur l'AME qui est très dangereuse parce que les virus ne choisissent pas les personnes sur lesquelles elles s'installent et on risque de créer encore plus de coûts et de charges. Et vous parlez de l'hôpital. Heureusement qu'aujourd'hui, pour tenir l'hôpital public, en plus des soignants et qui tiennent, les médecins étrangers sont là. Mais les Français n'ont pas accès aux soins tellement les étrangers sont main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez vous passer de la main-d'œuvre européenne par rapport aux entreprises sartoises aujourd'hui? Dans mon entreprise, c'est très certainement, mais ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai élevé 5 enfants avec deux objectifs précis, la bienveillance et l'exigence. La bienveillance, on doit la conserver. Madame Le Pen ne sait peut-être pas, mais nous sommes dans des déserts médicaux terribles dans la Sarthe. Bien évidemment. Et évidemment, moi, je salue le courage de nos médecins de Noyens-sur-Sarthe, par exemple, qui sont venus de l'étranger, de l'Europe, et qui, heureusement, qu'on trouve dans notre département. Donc, nous avons des migrants, des sociétés et des entreprises qui les emploient, mais aussi des associations comme Alpha Sablé, que je salue ici, qui alphabétisent ces personnes. Donc, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Le deuxième point, c'est l'exigence. Eh bien, effectivement, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis contre la délinquance, comme tout le monde, contre les trafics en tout genre. Emmanuel Macron a fait un lien pendant cette campagne entre l'insécurité et l'immigration. Vous le faites aussi? Mais il y a un lien qui peut exister, mais il n'y a pas que ça. Et donc, les trafics en tout genre doivent être sanctionnés. Léo Brizard, rapidement, sur cette question de l'immigration dans la 4e circonscription de la Sarthe, c'est un enjeu? Oui, c'est un enjeu. Alors après, on n'est pas non plus submergé. C'est assez raisonnable. Complètement d'accord. Oui, c'est votre avis, mais... Non, c'est pas mon avis. J'y habite depuis... Non, mais c'est pas mon avis. Oui. Est-ce que vous avez lu l'article dans Ouest France, justement, qui l'évoque? Vous proposez de durcir la loi immigration qui a été votée? Oui, alors, moi j'ai une position. Déjà, il faut des mesures d'urgence parce que certes, il y a une demande des Français, il faut y répondre. Et ensuite, il faudra quand même parler à un moment donné de l'intégration des étrangers parce que je pense que la France doit rester quand même une terre d'accueil et laisser une chance à certaines personnes. Maintenant, il faut effectivement de l'exigence. Pour les mesures urgentes, mon parti propose d'expulser systématiquement les étrangers qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement. Ensuite, choisissez-en deux. Une dernière, une mesure symbolique. Une mesure symbolique, il faut voter des quotas tous les ans pour que les députés puissent choisir le nombre d'étrangers qu'on accueille en représentant le peuple français. Et certaines de ces mesures avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça aussi qu'on a proposé une réforme de la loi immigration. Constitution. Très rapidement, c'est quasiment la fin déjà de ce débat, mais on voulait vous interroger sur une question importante. Je vous demande de vous positionner très rapidement pour ou contre et pourquoi sur un autre sujet phare de cette campagne. 30 secondes, la régularisation de l'installation des médecins. Pour ou contre, Élise Le Boucher? Pour, ça fait partie de nos propositions. Et d'ailleurs, en juin, il n'y a pas très longtemps, nous avons voté un amendement transpartisan à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national avait voté contre. Et la majorité présidentielle également en grande partie. Certains avaient voté Sylvie Cazenave-Perret, pour ou contre? Il y a certainement encore beaucoup d'idées à partager avec les maires de nos communes pour recueillir leur avis là-dessus et porter leur avis à l'Assemblée nationale. Vous parlez de la régularisation de médecins étrangers? Non, obliger les médecins. On parle de régularisation, c'est pour ça que obliger les médecins à s'installer dans les zones tendues. Oui, écoutez, je pense que le problème de la santé, c'est vraiment beaucoup plus global que ça. Juste sur cette question. Écoutez, je pense par exemple qu'il faut... c'est plus compliqué que ça. Il faut supprimer les ARS, il faut faire redescendre tout ça au niveau, je pense, départemental. Il faut que dans les hôpitaux, par exemple, et je pense que tout le monde peut être d'accord éventuellement, il y ait une tête bicéphale, c'est-à-dire qu'il y ait de l'administration
et un médecin, parce que les médecins, comme les maires, comme les agriculteurs... Merci Marie-Caroline, vous n'avez pas exactement répondu à la question. En tout cas, les députés RN ont voté contre à l'Assemblée nationale. Je crois que vous proposez de solliciter notamment les médecins Il y a d'autres choses à régler. Ça existe déjà. Ce qui est déjà le cas parfois. Léo Brizard, très rapidement, pour ou contre l'obligation d'installation des médecins dans les zones tendues? Je suis pour, mais pour une année seulement, parce que je pense que les médecins qui font une dizaine d'années d'études méritent aussi une certaine liberté. Très bien, c'est entendu. On va terminer cette émission avec un mot de conclusion pour chacune d'entre vous. Vous avez 30 secondes. Vous pouvez vous adresser directement à nos téléspectateurs. Le tirage au sort vous a désigné Élise Le Boucher pour débuter. Oui, donc je vais m'adresser aux habitantes et aux habitants de la 4e circonscription. Je suis votre députée depuis 2 ans. Nombre d'entre vous peuvent témoigner de mon engagement auprès de vous sur le territoire et des sujets de préoccupation de votre quotidien que j'ai pu porter à l'Assemblée nationale, que ce soit sur les fermetures de classes à Auvers-le-Hamon, à Loué ou à la Suze, la question des sinistrés des maisons fissurées que j'ai pu défendre à l'Assemblée nationale, la question de la psychiatrie qui est un enjeu très très fort sur notre département et particulièrement sur la circonscription. Donc le 30 juin, dès le premier tour, il faut... C'est terminé. Vous donnez rendez-vous ce dimanche, oui, c'est bien entendu. Léo Brizard, vous avez 30 secondes. Alors, chers Sartois de la 4e circonscription, je vous propose aujourd'hui de voter pour la jeunesse pour la Sarthe face à un camp qui a abîmé la France pendant 7 ans. Face à 2 extrêmes qui s'affrontent très violemment, je vous propose quelqu'un de local face à des parachutés et des absents. Je compte sur votre soutien. Merci. Merci à vous, Sylvie Cazenave-Perret. Même exercice, vous avez 30 secondes de conclusion. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai longtemps et souvent critiqué la classe politique. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon énergie au service du territoire, au service des Sartoises et des Sartois. Je me bats sur ce territoire depuis des années pour y développer de l'emploi, pour y intégrer des... Il vous reste encore quelques secondes? Non. Non, vous vous arrêtez là? Non, je ne vais pas m'arrêter là. Mais votre temps est écoulé. Donc merci là, beaucoup, Sylvie. Ben oui, c'était le jeu des 30 secondes par personne. C'est pas grave. J'avais pas compris. Voilà, vous aurez d'autres canaux pour vous adresser à vos électeurs. On termine avec vous, Marie-Caroline Le Pen. Vous avez 30 secondes. Merci. Cette élection n'est pas une élection comme les autres. Il y va du redressement de la France et donc aussi de l'obligation d'une éviction de la Macronie. D'une part. D'autre part, dans ce département, vous avez aussi un danger d'extrême gauche, une gauche qui est immigrationniste, avec des tendances violentes et antisémites, et donc vous devrez vous mobiliser. Avec Jordan Bardella, qui sera Premier ministre, je l'espère, nous proposerons un gouvernement d'union nationale. C'est terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Caroline Le Pen. Et merci à tous les 3 et les 4. J'ai pas L'émission est enregistrée dans les conditions du direct. C'est la fin de avec ce des tendances. J'ai bien fait Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce débat sartois sur la 4e circonscription. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Restez encore une seconde avec nous, s'il vous plaît, Marie-Caroline Le Pen. Je vous retrouve dans une demi-heure pour un débat au sud de la Vendée. Mais d'abord, on part en Loire-Atlantique avec Virginie Charbonneau et des candidats de la 8e circonscription du côté de Saint-Nazaire.